le chapeau. Mais celui que je vais utiliser avec vous aujourd'hui, c'est vraiment celui de personnes avec un vécu en santé mentale, finalement, vu que j'ai quand même une certaine expérience dans la matière. Puis je vais essayer de ponctuer un petit peu ce que je vais vous raconter sur mon parcours de rétablissement, des apprentissages qui s'appliquent à ma situation, mais que j'espère qu'ils s'appliquent aussi à celle d'autres personnes en termes d'accompagnement qu'on souhaite avoir quand on vit avec une maladie mentale ou des problématiques de santé mentale. Si je parle un petit peu vite, pas trop de stress pour vous, c'est juste un petit stress de présentation, très sain, rien qui mérite de prendre des anxiolytiques. Donc, pour commencer un petit peu là, avec la base, je vais vous parler un petit peu de comment c'était ma vie avant que je développe des problématiques de santé mentale. C'est un avant-avant. Fait qu'on va aller dans l'enfance jeune. J'avais encore des grosses bouclettes de chérubin. Un peu comme Jean-Philippe disait, j'ai eu un contexte familial vraiment heureux. Là. Je pense que j'ai été chanceuse dans la loterie de la vie, si on peut dire. Je suis la troisième enfant d'une famille de 3 filles. Mes 2 parents, un peu ironiquement pour la suite, ont un diplôme universitaire en psychologie. Ils sont encore ensemble aujourd'hui après presque 40 ans de vie commune. Fait que, tu sais, vraiment, c'est pas une tragic backstory. Là. La vie allait vraiment pas pire durant ma jeune enfance. Puis à mentionner aussi quand même que, bon, vu que j'ai développé mes problématiques relativement tôt, c'était pas lié non plus à la consommation de drogue. Fait que je vais pas trop aborder ça durant la conférence, mais juste savoir qu'il y a des intervenantes puis intervenants des maisons Pélado si vous avez des questions là-dessus, vu que c'est quand même un sujet qu'on entend souvent parler aussi ces temps-ci. Donc, c'est ça. Ça commence vraiment pas si mal pour moi. Petite enfant, Emmanuelle est curieuse, sociable. Les professeurs l'aiment bien. Elle a des amis. Il n'y a pas grand-chose qui indique qu'il va y avoir des pépins sur la route en soi. Puis je dis ça, bon, à la fois pour reconnaître mes privilèges. Je suis un visage parmi tant d'autres de la santé mentale. Puis il y a d'autres personnes qu'il y a beaucoup d'autres facteurs environnementaux qui rentrent en jeu dans le développement de leurs problématiques. Mais aussi pour dire que c'est pas parce que tu as des facteurs dits de protection qu'il n'y a rien qui arrive finalement dans ta vie, que tu ne développeras pas de problématiques de santé mentale. C'est vraiment, moi, ça s'est passé comme ça sans qu'on ait pu vraiment prévoir. Puis bon, mes parents ont déjà verbalisé, notamment avec des problèmes d'anxiété, qui s'étaient demandé un peu, est-ce qu'on a fait quelque chose de pas correct? Est-ce qu'on a un blâme à prendre sur le développement de ta souffrance, finalement, éventuellement. Mais pour moi, premier petit apprentissage, ça a toujours été plus bénéfique peut-être de m'encourager en tant que personne, oui, personne avec un problème de santé mentale, mais vraiment m'aider à progresser dans la vie en tant que personne que de tenter de prendre responsabilité ou d'identifier vraiment des moments précis. Tu sais, une fois que c'est passé, finalement, on peut bien réfléchir à ce que ça aurait pu être. Reste que j'ai une maladie mentale chronique, fait avançons avec ça. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par le début de mes problématiques? Sans avoir une précision de métronome, là, mes premiers souvenirs précis de des symptômes remontent à quand j'avais 11-12 ans, donc 5e, 6e année du primaire environ. J'avais pas nécessairement de mots à cet âge-là pour dire ce que c'était, fait que c'est des souvenirs un petit peu éparses. Je me souviens d'avoir manqué des semaines d'école parce que j'avais pas assez d'énergie, même au primaire, là, on s'entend, c'est pas la chose la plus exigeante du monde. Mais donc, c'est ça, j'avais pas d'énergie du tout. Déjà, à cette époque-là, à 11 ans, j'avais des pensées suicidaires qui inquiétaient un petit peu mes amis de mon âge, évidemment, parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de ressources non plus dans ce domaine-là, à cet âge-là. Puis, bon, vu que, comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand-chose dans mon milieu qui pouvait techniquement justifier que je me sente comme ça, mais ça venait avec un gros sentiment d'illégitimité. C'est comme si je me disais, OK, ben il n'y a pas de raison pour laquelle, à 11 ans, tu sois suicidaire, obviously. Et donc, je l'ai un peu internalisé comme le problème, c'est ma faute, ce qui contribuait beaucoup à l'isolement, même à cet âge-là. Puis bon, là, ma condition à travers mon secondaire s'est empirée. Vraiment, ça avait de l'impact sur mes notes, sur mes amitiés. C'était très dur à porter, évidemment, au quotidien. Des petites périodes d'accalmie, des fois, que je ne comprenais pas trop. Ma mère dit souvent, pour décrire
comment j'étais à ce moment-là, que j'avais l'air de porter le monde sur mes épaules. Et puis, j'avais l'impression moi-même pas mal de porter le monde sur mes épaules. Puis bon, si mes parents, 2 adultes avec un réseau, des outils, un intérêt pour le domaine, une expérience là-dedans, manquaient de ressources pour comprendre ce qui se passait avec moi, ben je vous laisse encore une fois imaginer les personnes de mon âge, puis même le personnel qui était là. Ce qui m'amène à une deuxième petit apprentissage, là, que même quand on est des superstars de l'accompagnement, parce que sur papier, tout disait que mes parents auraient eu toutes les ressources pour comprendre ce qui se passait. Le fait que quand tu accompagnes un membre de l'entourage, c'est une relation intime que tu as, puis tu veux le mieux pour lui ou elle, ça te sort de tes référents. Puis c'est normal que tu puisses avoir besoin d'aide dans ces circonstances-là. Donc voilà. Je vous disais donc que ma condition est allée un peu en dégringolant au courant de mon adolescence jusqu'à mes 16 ans, où est-ce qu'un incident qui m'a amené à l'urgence a mené finalement à ma référence en psychiatrie jeunesse. Là, on a passé par une série de différentes rencontres avec les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychiatres, etc., pour mener finalement à un diagnostic de trouble de l'humeur. Je ne vais pas trop m'enfarger dans ce diagnostic-là parce qu'il a été changé à 18 ans, puis remis, puis rechangé plus tard. Donc, ça serait peut-être pas nécessaire. Aujourd'hui, je pense qu'à mon dossier, ce qui figure, c'est trouble de l'humeur non spécifié, ce qui, si tu lis entre les lignes, veut dire à peu près j'ai des symptômes à la fois hauts et bas, mais qui ne rentrent pas dans une case d'un manuel diagnostique. Je ne pense pas qu'on a nécessairement besoin qu'il le fasse puisque le traitement que j'ai là est adapté aussi. Mais pour moi, ce diagnostic-là, ça a été à la fois un gros outil, je pense aussi pour les membres de mon entourage, et un poids. Un outil parce que, bon, ça a fait du sens de des expériences difficiles que je ne comprenais pas. Puis parce que ça a donné un peu de légitimité sociale, j'ai l'impression, à ce que je vivais aussi. Tu sais, c'est comme si ça disait, OK, ben t'es pas folle ou ingrate ou faible, tout simplement. Tu sais, t'es malade. Puis je dois dire que moi, je me sentais malade depuis vraiment, vraiment longtemps. Là. Tu sais, si on dit que ça commençait vers 10 ans, là, ça faisait plusieurs années. C'est pas du tout l'expérience de tout le monde. Il faut le mentionner aussi. Il y a des personnes qui se reconnaissent pas dans les... Mais je pense que c'est sur une attitude qui est bénéfique pour moi, qu'il l'a été, qu'il l'est encore, de la part des membres de l'entourage, qui est juste l'accueil puis la reconnaissance de la souffrance qui vient avec la maladie mentale. Puis je pense que c'est quelque chose de très difficile et simple à la fois à faire. Je le vis comme membre de l'entourage, de juste être là puis dire « Hey, c'est vrai que c'est difficile », mais c'est comme si ça donne de la légitimité aux difficultés. Puis des fois, ça tourne au positif, finalement, le fait que « Hey, tu continues quand même si c'est difficile ». Et donc, moi, c'est une attitude qui m'a fait beaucoup de bien à travers mon parcours. Puis bon, après ça, c'est à partir de ce moment-là, je pense que je peux dire que j'ai vraiment commencé mon parcours de rétablissement. Donc, après ça, quand je suis allée au cégep puis à l'université, surtout à l'université. Puis peut-être parce que c'est devenu un aspect identitaire plus grand, vu que j'avais plus de mots pour le nommer, que j'avais plus de compréhension de ma propre réalité aussi. C'est aussi là que j'ai commencé à réaliser les attitudes plus négatives qu'il pouvait y avoir à l'égard des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Je me suis fait dire, par exemple, que je faisais des crises pour avoir de l'attention, que j'exagérais ou que je fakeais des réactions pour me faire pardonner des choses. Rarement de la part de des personnes de mon entourage proche, mais quand même. Puis inversement, il y a aussi des personnes qui ont blâmé certaines réactions sur ma maladie dans des circonstances qui, je pense, n'avaient pas rapport avec ça. C'est pas que je suis en crise, c'est que je suis vraiment fâchée que tu aies agi comme ça. Puis je pense que dans les deux cas, c'est plus de l'incompréhension que de la méchanceté qui guidait ces réactions. Dans un cas, c'est comme dire que tu ne peux pas être malade mental parce que tu es fonctionnel, puis dans l'autre, tu ne peux pas être fonctionnel parce que tu es malade mental. T'sais. Et donc, je pense que ça guide aussi pour les membres de l'entourage ou le personnel de dire, faites attention, oui, à votre discours, mais aussi à celui qui est autour de vous. C'est une petite action que de contrer ces discours-là, mais ça peut faire a long way, comme on dit en anglais, quand
toi qui vis avec un vécu, tu n'oses pas vraiment prendre la parole parce que c'est méga stigmatisant, c'est ton expérience personnelle. T'sais. Mais évidemment, bon, prendre la parole pour contrer ces réalités fausses-là, ces discours-là qui circulent, ça implique aussi de comprendre ces réalités-là, comme tu disais, Jean-Philippe, et donc de se renseigner aux bonnes places, puis dans une perspective humaine. C'est comprendre que les informations techniques qu'on trouve des fois sur la maladie mentale vont se manifester d'une façon complètement différente d'une personne à l'autre. Si moi, on regarde dans un manuel diagnostique, bien, ça va rarement être l'ensemble de mes expériences qui vont être là. Puis à trop se fier à ces règles-là, on en oublie un petit peu l'expérience de ce que c'est. Donc, restez dans le rapport humain, dans vos interventions aussi, puis dans votre support. Inversement, il y a aussi quand même eu des réactions très, très bénéfiques que j'ai eues. J'ai bâti un réseau qui m'aide encore aujourd'hui de façon magnifique, là, je ne peux le dire autrement. Puis je pense est un peu guidé par le fait que les gens avec qui je suis en contact ont identifié comment elles, en tant que personne, étaient capables de m'aider. De dire, c'est pas tout le monde qui va tout faire, puis c'est correct que ça soit pas ça. Par exemple, dans mon réseau, il y a des personnes qui m'ont aidé à identifier des symptômes précurseurs avant que je tombe en crise. Il y en a qui m'ont aidé à rester en sécurité quand on n'avait pas été capable d'identifier les symptômes précurseurs. Il y en a qui m'ont aidé à aller chercher de l'aide extérieure. Puis il y en a qui m'ont juste aidé à conserver ma dignité, puis ma conception du fait que justement je suis une humaine à part entière, là, finalement, qui est autre chose que juste quelqu'un qui vit des difficultés reliées à sa santé mentale. Puis ça peut juste être ça, quand même, le rôle que tu joues. Mais je pense que ça implique aussi peut-être de connaître ses limites, de dire, ben cette situation-là est trop difficile. Puis pour avoir parlé avec quelques personnes qui manifestaient trouver ça difficile de mettre les limites, moi j'ai eu une expérience très positive en fait, parce que je trouvais que ça mettait de la réciprocité dans les relations que de dire moi aussi j'ai une responsabilité à aller bien pour toi. T'sais, à un moment donné, mon amoureux s'est assis avec moi puis il a dit ben écoute, ça ce qui s'est passé, on ne peut pas changer, ça s'est passé, mais c'est la limite de ce que moi, je veux faire. Puis c'est comme si ça m'a empoweré à la place de me faire sentir mal. C'est « OK, ben t'es pas la seule personne à prendre soin de moi. Moi aussi, j'ai un rôle là-dedans. » Donc, pas hésiter non plus à mettre les limites de ce qu'on est capable de faire, puis de comment est-ce qu'on veut aider finalement quelqu'un qui vit avec une maladie mentale puis qui est proche de nous. Mais c'est sûr aussi bon, que ça, c'est déterminé par le fait que le meilleur accompagnement qu'on peut donner, c'est un accompagnement qui est lié à la personne elle-même. D'une personne que tu accompagnes à l'autre, je pense que ça ne va jamais être les mêmes besoins auxquels tu vas répondre, le même rôle que tu vas jouer. Puis c'est correct, ça va dépendre aussi des besoins de la personne selon ses circonstances. Puis pour donner un autre petit exemple une grosse étoile de bon accompagnement que j'ai reçu. J'ai déjà eu un ami qui s'est assis avec moi après que j'ai eu une crise qu'il n'avait pas été en mesure d'identifier les symptômes. Il n'a pas finalement identifié que c'était une crise quand c'en était une, puis qui m'a dit, ben donne-moi des guides sur ce que tu veux que je fasse quand tu présentes tel comportement, parce que je ne veux pas être stigmatisant, mais je ne veux pas non plus que tu te retrouves finalement à te mettre en danger quand je pourrais avoir un rôle. T'sais. C'est ça. Pour résumer, tout ça, c'est une collaboration qui demande que à la fois la personne comme moi qui vit des problématiques de santé mentale se connaisse, mais aussi que la personne qui accompagne se connaisse aussi puis se respecte là-dedans. Je pense que souvent on l'oublie, là, tout le monde a une santé mentale, puis il faut en prendre soin même quand on accompagne quelqu'un sans avoir de diagnostic soi-même. Puis bon, maintenant, là, vous aurez compris, je ne suis plus à l'université, vu que j'ai un emploi affiché sur le tableau. La vie va quand même vraiment pas pire. Là. Je pense que j'ai terminé un baccalauréat il y a 2 ans peut-être, avec une cote de rendement universitaire de 4 points quelques, fait que je pense que ça s'est bien passé. J'ai un réseau d'amis, comme je vous disais, qui est vraiment très soutenant. J'ai encore un amoureux qui m'a
qui a traversé avec moi beaucoup de difficultés, mais avec qui j'ai une super bonne relation. Je suis toujours super proche de ma famille, à un point qui en est presque drôle. Fait que, tu sais, tu regarderais le portrait, là, j'ai une vie vraiment normale, là, au final. Mais ça ne veut pas dire que je rush pas des fois. Tu sais, j'ai une maladie mentale chronique. Fait que c'est sûr qu'il y a certains facteurs, un peu, toi tu disais les automnes, le printemps, il y a toujours un petit stress de quand il y a des éléments de changement dans ta vie. Tu te dis, OK, est-ce que ça va trop me débalancer, partir en appartement, la fin du baccalauréat, le début de la job, là, je suis en train de faire des demandes à la maîtrise. Tu sais. Il y a toujours un petit stress qui est là, même quand ça va bien. Mais juste comme moi, ma définition du rétablissement, c'est pas de revenir à la vie que j'avais avant, parce que newsflash, j'avais 10 ans, là, ça me tente pas de repasser à travers la puberté. Donc c'est ça. Je veux pas revenir à avant, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas non plus de faire disparaître mes symptômes. Puis de façon corollaire, je pense que le rôle que j'attends des personnes qui m'entourent, des membres de mon entourage, c'est pas de porter les difficultés qui sont encore là pour moi, mais c'est vraiment d'aider à bâtir un quotidien puis un futur où est-ce que ça vaut la peine de passer par-dessus ces difficultés-là. Puis bon, la bonne chose, c'est que ça s'apprend. Si vous êtes perdu là-dedans, il y a des ressources qui existent, mais ça s'apprend rarement tout seul, puis il ne faut pas hésiter à aller les chercher pour vraiment pouvoir nous-mêmes être bien dans ce rôle-là. Voilà.